Bonjour, bienvenue à tout le monde. Vous étiez nombreux et nombreuses dans la salle d'attente. N'hésitez pas, dans la minute qui vient, à vous servir un petit verre d'eau, à regarder à travers la fenêtre, un café. Moi, je viens de faire le mien. On va attendre que tout le monde arrive. À tout le monde. Et n'hésitez pas à couper votre micro. En tout cas, je m'excuse d'avance si on le fait à votre place parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Et comme ça, c'est plus agréable. Allez, ben, on va commencer tout doucement. Bonjour à tout le monde. Déjà, c'est vrai que j'ai dit bienvenue, mais j'ai pas dit bonjour. Pour commencer cette première escale engagée de la rentrée, je vous partage des petites règles pour que ça se passe bien. Voilà, si vous avez la possibilité de mettre votre caméra, c'est toujours plus sympa. Je verrai pas les têtes de tout le monde en même temps sur mon écran, mais ça rend le temps, même s'il est en visio, un petit peu plus humain. Comme je disais, vous êtes nombreux et nombreuses. Du coup, c'est pas vraiment un temps aujourd'hui où je vous donnerai forcément la parole, mais pas de panique, il y a le chat pour ça. Je vois déjà plein de messages dans le chat. Et vous avez aujourd'hui Vincent et Julie de la Belle Vie qui vous répondront et prendront vos questions et pourront vous donner aussi, vous partageront plein de petits liens par rapport aux ressources qu'on va aborder aujourd'hui pendant cette escale. Et puis, je vous invite tout le monde à se mettre dans les bonnes conditions pour passer un moment agréable, dans la bienveillance, un peu comme ce qu'on a l'habitude de vivre chez La Belle Vie, que vous soyez du réseau ou pas. Pour les questions, parce que ça va sûrement venir, il y aura un replay qui sera disponible sur le forum La Belle Vie pour les membres du réseau et puis après sur demande en fonction des personnes qui en auraient le besoin. Et vous le savez, les escales, on a l'habitude aussi au sein du réseau de vous mettre maintenant à disposition une petite fiche récap. Ça arrivera dans les jours qui suivront cette escale. Si vous avez besoin de partir en cours de route, c'est totalement possible. Vous pouvez aussi nous dire au revoir sur le chat, c'est toujours plus sympa. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous pouvez me faire des pouces et compléter. Voilà, super. Je reconnais des visages, c'est agréable. Je suis contente que ce soit vos têtes en haut, parce que comme je vois pas tout le monde. Les objectifs de cette pause aujourd'hui. Donc, vous le savez, c'est une escale. Le titre était fédéré autour d'un projet commun, les bienfaits d'une dynamique de transformation. Et l'objectif aujourd'hui, on en a trois. C'est de vous permettre de comprendre les bénéfices d'une dynamique collective pour bien embarquer. On va aussi essayer de vous transmettre des techniques d'animation qui vont vous permettre de fédérer au quotidien autour d'un projet commun. Et puis, vous découvrirez l'intérêt d'une démarche qualité, que vous soyez déjà engagé dans la démarche Label Vie ou pas, pour fidéliser et recruter des professionnels dans votre structure. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, on est trois femmes. C'est moi qui suis avec vous en tant qu'animatrice et aussi avec ma casquette de responsable mobilisation du réseau au sein de l'association La Belle Vie. Il y aura aussi les apports de l'experte Chloé, que vous connaissez peut-être déjà, qui travaille avec nous sur la partie conseil et formation, et notamment sur la partie management et animation de dynamique collective. Et puis on aura aussi, je vois Corinne, qui est bien connectée, qui sera là, Corinne Gasto de la commune du Pays d'Uzès, dans le Gard, qui sera là aussi pour vous partager son retour d'expérience. Hop, et on y va. Je prends mes petites notes pour rien oublier. C'est parti. Déjà, juste, j'aimerais vous poser une première question. Et Vincent, normalement, on va vous lancer un super sondage. Qui connaît déjà La Belle Vie? Il y en a qui font partie du réseau, d'autres qui nous découvrent, d'autres qui sont là juste pour avoir un peu la vision sur ça. Voilà. Est-ce que vous êtes engagé dans la démarche? Est-ce que vous connaissez, mais vous faites pas partie du réseau La Belle Vie? Est-ce que vous nous découvrez aujourd'hui grâce à ce webinaire? Ouh là là, c'est assez, ça avance, ça avance. Il y a pas mal de monde du réseau. Et là, pour info, je sais pas si tout le monde voit, mais vous êtes un peu plus de 140 personnes connectées. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans le chat où est-ce que vous vous trouvez. Je suis sûre que là, même si on est tous connectés à la même vision, on est un petit peu partout en France. Eh ben, merci pour vos réponses. C'est assez, il y a un petit peu de tout. Ok, comme ça, moi, ça m'aide à partager avec les bonnes infos.
Vous verrez, il y aura d'autres petites questions comme ça plus tard. Pour qu'on ait tous un peu le même niveau d'information, juste pour vous rappeler ce qu'on fait dans l'association La Belle Vie, on accompagne au changement les professionnels de la petite enfance et de l'enfance grâce à une offre d'accompagnement et de labellisation qui est construite autour de 5 leviers. Donc, on forme, on conseille, on outille les gestionnaires, notamment dans leur suivi des actions et leur progression en lien avec la mesure d'impact. On accompagne et puis on mobilise un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, notamment avec des événements qui permettent de s'inspirer, d'échanger entre équipes. Et tout ça mène la plupart du temps, quand tout va bien, à des labels que vous connaissez peut-être déjà, le label Écolo Crèche, Éco Accueil Petite Enfance et Éco Accueil Loisirs. Et donc vous dire aussi ça. Heureusement que j'ai mes notes. Aujourd'hui, le réseau Label Vie, c'est 1200 lieux de vie un peu partout et ça représente 12 000 professionnels. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font partie du réseau et d'autres non. Donc, s'il y en a qui ont des questions, profitez-en dans le chat. Je vous laisse parler en parallèle. Et pour pouvoir avancer ensemble, je vous propose une première partie plutôt contextuelle, qu'on pose un peu les constats de pourquoi ce sujet-là autour de la fédération d'une équipe. Normalement, vous n'allez pas non plus découvrir de grandes choses, mais au moins on démarre du début. En fait, vous le savez, voilà, on est le 26 septembre, j'ai un pull alors qu'il y a une semaine, j'étais en débardeur. Donc déjà, je pense que ça, c'est un constat qu'on partage tous. Pourquoi une crise multiple? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une crise environnementale, mais aussi sociale. Vous le savez, le changement climatique s'accélère, ça dégrade notre santé environnementale. J'ai mis des photos que j'ai essayé le moins déprimant possible, mais vous avez compris l'idée. Et malheureusement, les engagements globaux qui nous permettent de préserver nos écosystèmes et de poursuivre ce qu'on fait, notamment chez La Belle Vie et toutes les organisations qui s'engagent pour préserver notre environnement et notre santé à tous, ça s'émiette un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une crise multiple, parce qu'elle est aussi sociale, politique. Mais nous devons donc nous adapter, transformer nos pratiques, cultiver ce qu'on appelle la résilience. Mais ça, dans le secteur de la petite enfance et de l'enfance, ça vous parle aussi, parce que je vois tes sourires. L'adaptation, la transformation, c'est des choses que vous connaissez, que vous vivez, vous savez le faire au quotidien. Et donc là, je vous ai mis des exemples de ce qui illustre pour nous chez La Belle Vie l'adaptation, la transformation. Et quand je disais que vous connaissez ça, c'est pas que sur le terrain avec les enfants et les parents, mais c'est aussi à l'échelle plus institutionnelle, organisationnelle. Ça fait un moment qu'il se passe pas mal de choses. Alors parfois on a l'impression que ça stagne, mais il se passe des choses quand même. Et donc je vous ai fait cette petite slide récap pour voilà vous mettre en avant aussi quand on parle de crise, ce que vit le secteur de la petite enfance et de l'enfance, voilà, avec des enjeux organisationnels, des enjeux autour de la qualité d'accueil, de l'attractivité des métiers, des parcours de formation qui vivent des mutations assez sensibles, complexes. Donc tout ça, ça en fait un contexte assez opportun pour parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et nous, l'association La Belle Vie, on vient avec l'idée que se rassembler autour d'un projet commun qui a envie de transformer ses pratiques pour que ce soit plus écologique dans la structure, ça permet aussi d'améliorer le fonctionnement global d'une structure, d'un établissement d'accueil du jeune enfant et de l'enfance. Il y a plus de 15 ans, quand l'association a été créée par Claire Groslo, vraiment l'idée c'était juste de se dire, enfin juste, c'était initialement de se dire, on va identifier les crèches comme étant des lieux, voilà, où on peut amorcer une transition écologique collective avec des impacts sur les adultes comme les enfants. Et en fait, 15 ans plus tard, grâce notamment à une étude sociologique qui a été menée par Pierre Moisset, on s'est rendu compte qu'en fait, tout simplement, quand on mettait en place des pratiques plus éco-responsables pour diminuer l'impact d'un lieu d'accueil collectif, on améliorait aussi tout simplement la qualité de vie au travail et le bien-être des professionnels qui travaillent dans ces structures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va aborder à la fois les enjeux de cohésion, de collectif, mais aussi l'intérêt pour l'amélioration du quotidien et comment en faire
justement un levier pour fidéliser, donner envie aux professionnels de continuer à faire ces métiers si essentiels que vous faites au quotidien et à donner aussi beaucoup plus de matière pour les gestionnaires et les personnes qui mobilisent des équipes pour donner envie de rester, de s'impliquer et puis aussi d'améliorer l'attractivité de vos structures parce que on sait que c'est aussi un des enjeux que vous rencontrez au quotidien. Et donc pour commencer, j'ai inventé un petit outil que vous pouvez piquer si vous voulez. Ça s'appelle le fédéromètre. Et j'aimerais savoir, là, et normalement une question va arriver dans votre écran, vous là aujourd'hui, votre équipe ou les équipes que vous accompagnez dans vos établissements, vous pensez qu'elles, enfin vous trouvez qu'elles sont fédérées comment? Euh, En allant de 1, c'est moyen, hein. L'équipe n'est pas fédérée du tout, c'est même plutôt conflictuel. Le 2, c'est le climat de l'équipe est bon, mais il n'y a pas forcément une très forte cohésion. Le 3, certains membres sont moteurs pour créer un esprit d'équipe. 4, l'équipe est fédérée et participe régulièrement à la vie de la structure. Et 5, là, l'équipe est très fière, très engagée et cultive au quotidien la coopération. Alors, je vous invite à prendre quelques secondes pour répondre. Ah, ça avance pas mal. Pour le moment, il y a zéro. Ah si, ça y est, on a une personne qui a répondu 1. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grande majorité d'entre vous qui est plutôt au milieu. Donc c'est peut-être ce qui explique votre participation à l'escale aujourd'hui, c'est que ça vous intéresse et que vous essayez un petit peu d'identifier comment progresser, améliorer ce qui est déjà un peu initié dans vos structures. Ah, je vous laisse encore quelques secondes. N'hésitez pas à me dire dans le chat hein, si vous aimez bien le concept du fédéromètre, on peut peut-être le diffuser à plus grande échelle. Je pense, Vincent, tu peux arrêter ouais, le sondage. Je sais pas si tout le monde a... Ok, ça nous donne, je sais pas si vous voyez les résultats, moi je vous les donne de vive voix. Ça donne une majorité de 37% qui a choisi plutôt positionner l'équipe au numéro 3. Certains membres sont moteurs et juste derrière, voilà, il y en a qui sont en équipe fédérée et qui participent régulièrement à la vie de la structure. Et pour rassurer les personnes qui auraient répondu plutôt 1 ou 2, sachez qu'on a avec nous 14 personnes qui ont répondu le 5. Mais du coup, tout est possible. Alors, on continue. On rentre dans cette partie 1 de cette escale. Pourquoi c'est intéressant de fédérer autour d'un projet commun? Déjà, on va commencer avec une petite définition, parce que fédérer, ça veut peut-être tout dire et rien dire. En tout cas, selon les personnes, ça peut prendre un sens différent. Et je voulais qu'on s'aligne tous ensemble aujourd'hui derrière une définition commune. Donc, fédérer, je suis allée chercher dans le petit Larousse, mais pas dans le vrai Larousse sur Internet. Fédérer, ça signifie rassembler, regrouper autour d'un projet commun. Exemple, fédérer les énergies. En fait, moi, ce que j'entends derrière fédérer vraiment qui va me frapper, c'est que on se fédère pas juste pour se fédérer. En gros, se fédérer, c'est qu'on se fédère avec un objectif commun pour quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, on pense que se fédérer, il suffit d'être sympa, il y a une bonne ambiance, puis voilà, on est fédéré. Mais en fait, oui, en effet, il y a une bonne ambiance et c'est important qu'on le fasse avec plaisir, mais ça suffira pas. Si on est fédéré sans but et sans projet commun, en tout cas, c'est pas vraiment ça, fédérer une équipe. Et d'ailleurs, d'après vous, comment on fait? Quels sont? Je vous ai identifié 5 facteurs clés hein, pour réussir à fédérer une équipe, mais je suis curieuse de savoir dans le chat, je veux bien que vous me disiez pour vous quels sont les facteurs clés de réussite. Pour ceux d'ailleurs qui ont répondu 4 ou 5, pouvez-vous nous dire dans le chat avec des mots assez rapides qu'est-ce qui fait que l'équipe est fédérée? Donc on a Séverine qui nous dit la communication. Virginie, trouver des valeurs communes, la reconnaissance, ah ça va vite arriver tout d'un coup, transparence, valeurs communes, bienveillance, sens du respect, de l'implication, cohésion, définir l'objectif clairement, écoute, disponibilité, projet commun, soutien, confiance en majuscule, oui Audrey. Eh ben, on y va, il y a quand même pas mal de choses que vous connaissez déjà, mais pour toutes les personnes qui ont peut-être pas encore tous les facteurs clés, je vous les partage. Donc, pour réussir à fédérer, moi, j'ai identifié pour vous aujourd'hui 5 facteurs. Déjà, il faut donner de la liberté à l'équipe. J'en vois qui notent, donc j'y vais doucement. 2, savoir accueillir et écouter. Vous avez été plusieurs à le dire dans le chat. Voilà, faut accueillir, faut écouter. Et souvent, quand on dit écouter aussi, ça va plutôt être de l'écoute active, mais c'est pas le sujet du jour. Mais en tout cas,
C'est pas juste entendre, c'est aussi apprendre à en faire quelque chose et se mettre en disposition. Troisième, créer un cadre commun de participation. Vous avez été beaucoup à dire aussi, voilà, partager les mêmes valeurs. Du coup, quand on dit partager les mêmes valeurs, je pense que c'est aussi réussir à créer un outil, un espace où on peut décider ensemble quelles sont nos valeurs, parce que parfois, on peut arriver quelque part, il y a des valeurs, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est une manière de faire. Mais créer un cadre commun de participation, c'est aussi avoir une intention à se dire, avec les personnes qui font cette équipe, on décide ensemble, on co-construit. Et du coup, le cadre, il est aussi là pour pouvoir en sortir ou le re-questionner. Hop. Quatrième, permettre des conversations réciproques. Il y a des personnes qui ont mis dans le chat communiquer, se parler. C'est ça. En fait, il faut que les discussions et l'écoute, elles soient dans les deux sens. Voilà. Et hop, le cinquième, ça va être cohérent dans ses intentions. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais j'aurais pu aussi traduire ça comme l'authenticité, enfin en tout cas l'intention de fédérer, elle soit claire et qu'elle soit audible pour tout le monde et qu'on puisse. J'aurais pu ajouter aussi, voilà, être cohérent dans ses intentions, c'est créer aussi un climat de confiance. Enfin en tout cas qu'on n'ait pas l'impression que l'objectif de fédérer l'équipe ou de faire partie d'un collectif, on se sente manipulé ou que ce soit mal intentionné, quoi. Faut que ce soit clair. Du coup, avec ces cinq facteurs-là, normalement, il y a plein de manières de les faire vivre, mais avec ces cinq intentions, on est sur le bon chemin pour réussir à fédérer une équipe. Et on l'a évoqué juste avant, on vit une situation de crise multiple, que ce soit dans vos secteurs, que ce soit dans votre, peut-être à l'échelle même juste de votre structure ou de votre territoire. En ce moment, c'est peut-être complexe, compliqué, ou même si ça ne l'est pas aujourd'hui, ça peut l'être demain. Et du coup, je voulais juste rappeler, quand on dit crise, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il y a une crise? C'est que les moyens qu'on utilisait jusqu'à maintenant, parce qu'en fait, une crise, c'est qu'il y a une rupture avec quelque chose qui fonctionnait déjà avant, et c'est qu'en fait, les moyens qui sont traditionnels déjà en place ne suffisent plus. Ça peut se traduire par le fait il y a trop d'informations, on demande de gérer plusieurs problèmes dans le même temps, au même moment. Et puis du coup, en plus de ça, il y a le côté émotionnel qui entre en jeu et on va avoir du mal à se projeter parce qu'en fait, c'est plus facile de se raccrocher à des désirs et des anciens attendus. Et du coup, pour pouvoir gérer les situations de crise, faire commun et être ensemble, recréer du renouveau, ça va nous permettre d'identifier des nouvelles compétences, de faire surgir des nouvelles énergies, de rapporter du sens. Et quand on est dans une équipe où c'est compliqué, ou même tout simplement dans un environnement où c'est complexe, faire collectif et faire commun, ça fait partie d'une solution phare pour pouvoir gérer la crise, s'en sortir, ou en tout cas, quand je dis gérer, essayer qu'elle soit vecteur de fédération ou qu'elle rassemble sans faire de plus de dégâts. Et quand on dit faire commun, voilà, deuxième petite définition. Vous allez voir, c'est pas la dernière, j'aime bien. Faire commun, c'est une notion qui a été initiée en 2014 et qui a été redéfinie aussi en 2020. C'est un processus donc qui conduit des individus à se mobiliser pour mettre en partage des savoirs, des expériences, des moyens humains, techniques ou financiers en vue de la réalisation d'un intérêt commun et approprié. C'est l'essence de l'action collective. Et pour moi, ça faisait sens aujourd'hui de vous partager vraiment ce concept de faire commun qui fait totalement écho au fédéré et qui du coup induit la fédération d'une équipe. Souvent, on parle de fédéré, on le lie souvent au management, aux enjeux des organisations et des entreprises. Mais finalement, le faire commun, il est lui, là, quand on regarde la définition, tout aussi lié à l'action collective, à l'individu. Et je trouve que, en tout cas, nous qui accompagnons les professionnels dans leur transition environnementale et sociale. On est vraiment à un endroit, voilà, on est à un entre-deux. On fait pas trop la différence non plus. Enfin, en tout cas, on identifie les ponts entre l'intérêt au sein de votre structure, de votre équipe, autour d'un projet, mais aussi l'intérêt qu'il a pour un projet de société. On sait très bien que les personnes qu'on accompagne dans le cadre professionnel repartent aussi dans leur cadre plus perso avec des choses. Et le faire commun, il vient ici faire totalement sens. En tout cas, dans l'approche du collectif qu'on pousse chez la Belle Vie. Euh,
Je vous montre un peu des exemples de faire commun, comment ça peut s'illustrer dans un contexte de crise environnementale et sociale. Et donc, il y a beaucoup de choses, ben voilà, des initiatives plutôt positives qui émergent. Il y en a sûrement que vous connaissez là. N'hésitez pas à mettre dans le chat d'autres choses auxquelles vous pensez, d'autres projets. Je pense que vous connaissez tout ce qui est les colloques intergénérationnels, les potagers dans les milieux urbains, les Repair Cafés, les ressourceries, les tiers-lieux. Vous avez aussi tout ce qui a trait aux crèches. J'ai mis des exemples aussi de votre secteur, mais c'est pour vous montrer aussi que finalement, les enjeux que vous rencontrez, vous, on les rencontre à l'échelle plus globale aussi de la société, les crèches familiales, les crèches parentales, les cantines, les AMAP, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous travaillez même avec des projets, des initiatives collectives dans le même genre. Et puis j'ai mis aussi ben voilà, tout ce qui a trait à la mutualisation aussi de services. Là, typiquement, l'association Parents Bouge mutualise la livraison de repas à vélo. Je regarde en rapide si... ah oui, voilà. J'avais pas le chat qui s'affichait. Hop. Et puis je voulais aussi vous partager aujourd'hui dans les inspirations sur les initiatives collectives, on peut aussi tout simplement s'inspirer du vivant. Il y a un livre qui me parle beaucoup et que j'ouvre souvent au bureau. C'est le livre de Emmanuel Joseph Dailly qui s'appelle La stratégie du poulpe. On va vous partager dans le chat un interview et puis si vous voulez le chercher dans votre médiathèque, vous pourrez. En fait, elle a accumulé plein de récits du vivant pour qu'on puisse s'en inspirer, notamment sur les enjeux de coopération, de d'innovation et de faire ensemble, de résilience. Et aujourd'hui, je vous ai choisi juste je vais pas vous faire tout le livre, hein, parce que sinon on sera ensemble pour toute l'après-midi, quoique moi ça me dérangerait pas, mais bon, je pense que vous avez d'autres choses à faire. J'ai choisi l'exemple du dauphin. Le dauphin, je vais vous lire un petit exemple, mais en fait, elle l'a identifié grâce à des travaux d'une scientifique qui a mis en exergue le caractère optimiste du dauphin. En fait, ils ont observé que dans un groupe, peu importe si le dauphin était sûr ou pas d'avoir du hareng de telle ou telle taille, il y allait en fait, et il y allait toujours de manière favorable et d'autant plus en collectif. C'est-à-dire que l'optimisme du dauphin se diffuse dans le groupe et en gros, c'est ce qui va lui permettre d'investir en fait, il part du principe que ça va bien se passer. Et donc, en gros, il ne manque aucune opportunité et il y va. Et donc, je vous lis un extrait, ça va vous parler. Euh, Vous m'entendez bien? C'est bon? Est-ce que je parle sans savoir ce que l'avenir leur réserve, les cétacés font d'emblée le pari que cela leur sera favorable. Or, cette attitude est une des caractéristiques de l'optimisme. Les chercheurs vont encore plus loin en observant que les dauphins optimistes consacrent plus de temps au collectif. Cela se matérialise par du temps passé ensemble, mais également par une forme de nage en synchronicité qui crée une danse élégante, rythmée et resserre les liens entre les individus qui la pratiquent. Ils ont d'impressionnantes capacités à acquérir, traiter puis du coup transmettre les informations relatives à leur environnement, physique et social, et adoptent toutes sortes de techniques pour apaiser et prendre soin des autres. Pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Parce que, en fait, je trouve que ça représente assez bien les collectifs et les groupes et les projets qu'on accompagne au sein du réseau La Belle Vie, à savoir que, bah, en fait, oui, il va se passer des choses, des crises, qu'on n'aura pas prévu, mais on sait que si on est tous ensemble et qu'on prend soin du caractère collectif et optimiste, on y va et comme on est plus solidaire et qu'on arrive à bien communiquer, même si finalement il se passe quelque chose de pas trop prévu ou peut-être un peu négatif, on est déjà beaucoup plus armé pour gérer, détourner. Bon, voilà. Vous imaginerez les petits dauphins la prochaine fois que vous rencontrerez une crise. Et on revient un peu quand même à votre secteur après cette envolée dans le vivant. J'ai identifié pour vous là pour l'existence d'outils aussi qui vous permettent déjà aujourd'hui de faire commun et de travailler ensemble autour d'un cadre que vous partagez. On a tout ce qu'on appelle les projets d'établissement pédagogiques, éducatifs, les projets d'équipe. D'autres peut-être ont des projets territoriaux aussi selon que vous soyez dans une collectivité ou dans un groupe associatif. Nous, dans le réseau La Belle Vie, il y a ce qu'on appelle la charte, par exemple. C'est aussi quelque chose qui, en parallèle ou en guise d'embarquement, peut rassembler tout le monde autour de valeurs. Euh, et souvent, ce qui caractérise tous ces projets, c'est que à la fois, ils ont un caractère soit obligatoire, soit fonctionnel, mais c'est surtout que ils sont co-construits
de tous ces projets-là, quelle que soit leur fonctionnalité, tout le monde y contribue. Et donc, c'est ce qui fait que de base, c'est un outil qui, si vous n'avez pas, vous n'allez pas forcément après cette escale inventer des nouveaux outils, mais vous allez peut-être clarifier, re-identifier le pouvoir de certains outils existants pour pouvoir faire commun. Et d'ailleurs, j'en profite aujourd'hui. Est-ce que vous saviez que depuis le 1er janvier 2023, il était obligatoire d'inscrire dans votre projet d'établissement un projet de développement durable? 2023, ça date un peu déjà, mais j'ai des pouces en l'air. Oui, oui, oui. Et ben pour les personnes qui l'avaient peut-être plus en tête ou n'avaient pas, mais ça, je vois bien plein de oui. Mais ça me paraissait pertinent de le repartager aujourd'hui. Voilà, c'est l'exemple, c'est l'aperçu de l'article et en effet, le projet social et de développement durable doit faire partie de vos projets d'établissement. Hop, je continue. Julie vous a partagé le chat. Euh, Peut-être que quand j'ai parlé de fédérer l'équipe, vous avez pensé assez instinctivement à l'équipe de votre structure. Mais en fait, nous, on voulait aussi vous dire aujourd'hui que ce serait un petit peu réducteur que de penser que au pouvoir du collectif d'une équipe. Et on voulait aussi vous transmettre cette idée du collectif, du faire ensemble. Finalement, ça s'y prête à plusieurs niveaux et dans plusieurs types de situations. Ça va du binôme au sein d'une équipe à une équipe petite enfance ou enfance plus large, à une équipe projet multidisciplinaire à un instant T. Ça peut être tout simplement un groupe constitué juste le temps d'une journée pédagogique. Ça peut être un groupe de métiers, d'agents qui partagent la même fonction. Ça peut être l'ensemble des services d'une collectivité. Voilà, je vous ai mis plein d'exemples. Mais aussi, c'est aussi les familles des enfants accueillis, les partenaires, les prestataires, les partenaires de services que vous pouvez avoir dans votre quotidien. Cette vision, je vous demande pas je vous dis pas qu'il faut fédérer vraiment le fédéromètre, l'envoyer à toutes les familles des enfants que vous accueillez. Mais cette logique de se dire le collectif a du pouvoir et c'est important de fédérer parce que face aux crises, ça nous permet de recentrer et d'être plus efficace dans la durée. Ça fonctionne aussi pour des situations bien plus larges. Malgré ces outils et sûrement des choses que vous avez déjà entendu parler, malheureusement, on sait que beaucoup de professionnels de la petite enfance et de l'enfance sont fatigués, désengagés, veulent pas forcément rester ou manquent de motivation. Et nous, on accompagne au quotidien toutes les structures qui, du coup, s'engagent autour d'un projet commun, éco-responsable. Et on a identifié que vraiment, ça redonnait cette vision collective qui parfois n'est pas forcément facile à maintenir et à définir. On l'a vu tout à l'heure, face à une crise, c'est aussi hyper facilitant d'avoir la participation et l'intégration d'un tiers de moyens externes qui viennent ensuite s'adapter à un quotidien et à une situation. Et du coup, on passe à la partie d'après. On veut vous parler aujourd'hui du coup des bienfaits d'une dynamique de transformation. Les projets communs, il en existe plein. Nous, du coup, on a pris, voilà, on trouve intéressant de parler de ce qu'on connaît. Et nous, on a l'habitude d'accompagner des structures qui sont dans la transformation. Vous le savez. Et si vous êtes engagé déjà dans la démarche de labellisation, même déjà peut-être labellisé, c'est l'occasion aussi de reprendre conscience de tout ce qui s'est passé, de ce que vous animez au quotidien. Je sais que les personnes qui sont déjà labellisées peuvent parfois ressentir une petite redescente ou peuvent avoir des nouveaux enjeux à convaincre pour déployer des nouveaux projets, tout ça et tout. Donc, c'est l'occasion aussi pour vous de vous rendre compte de ça aujourd'hui. C'est parti. Les deux dernières définitions. Après, promis, il n'y en a plus. Donc, les bienfaits d'une dynamique de transformation, plusieurs mots quand même. Dynamique. Donc là, qu'on s'entende bien tous et toutes sur le mot dynamique. Donc, la dynamique, c'est ce qui se rapporte à la force, au mouvement. Souvent, quand on dit dynamique, on a en tête des choses plutôt positives. Ah ouais, elle est dynamique, elle est positive. Mais en fait, vraiment, la dynamique, c'est vraiment ce mouvement. C'est le principe d'être, ça bouge. Et le deuxième mot, transformation. Donc là, il y a deux enjeux. Vous pouvez parler de transformation, c'est vraiment l'action. Donc on transforme quelque chose, transformation des matières premières, par exemple. Et après, donc c'est un état. Et après, sinon, ça peut être aussi transformation. On était à un endroit A, on est à un endroit B. Enfin, finalement, dynamique et transformation, c'est quand même assez lié. Euh, En tout cas, de la transformation sans dynamique, sans mouvement, ça n'existe pas. C'est fini pour les définitions, promis.
Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a observé chez La Belle Vie en accompagnant les structures qui transforment leurs pratiques, c'est que l'élément clé vraiment de succès, c'est la dynamique. Et du coup, la dynamique, comment on la fait vivre, c'est qu'on va permettre aux gestionnaires de suivre leurs impacts. Donc quand on suit les impacts, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui bougent. Donc par contre, c'est important de suivre, de se rendre compte des évolutions. On va sensibiliser et former en fait pour permettre de la prise de conscience, la montée en compétences. Donc là, quand on parle de transformation, on peut très bien prendre ce terme-là pour l'appliquer à l'évolution de la connaissance et des pratiques. C'est-à-dire qu'avant, on faisait comme ça, le lendemain, on fera comme ça, mais entre les deux états, c'est parce qu'on a pris conscience de choses, on a appris à changer et on a identifié des nouvelles manières de faire. Et puis après, le troisième point, c'est qu'on va animer le collectif, notamment l'équipe que j'anime, que vous connaissez, vous avez peut-être déjà croisé sûrement, j'espère, Mathilde et Charlotte. On va animer le collectif parce qu'en fait, on sait que la dynamique, pour la garder, il faut que les énergies soient impulsées, qu'on permette aussi de garder le rythme. Et on sait aussi que vos structures bougent, les équipes aussi, et c'est important dans une dynamique de transformation de d'anticiper que ça bouge. Et donc, du coup, on met en place plein d'outils, de rituels pour pouvoir permettre que ce mouvement collectif, il profite à l'évolution de chaque structure et chaque projet. Et d'ailleurs, d'après vous, alors il y en a qui, du coup, l'éprouvent, entre guillemets, le vivent au quotidien, quels sont les bienfaits de la démarche La Belle Vie sur la fédération de vos équipes au quotidien? Et pour les personnes qui peut-être connaissent pas encore la démarche, en quoi vous pensez que ça peut à améliorer le quotidien et le bien-être de vos équipes. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Parce que moi, j'ai la réponse, hein, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous vous dites déjà avant. Eh ben, si vous savez pas, ah si, on a Roselyne qui nous dit la valorisation. Élodie, reconnaissance des pratiques. Marie, ose enrichir les pratiques, gagner en compétences. Le fait de s'engager pour Sophie, d'être dans une progression continue, mobiliser les connaissances. Il y a beaucoup valoriser qui revient. Donner du sens, remettre en question, faire le point. La cohésion, l'évolution. Ouais, ok. Bah, merci pour les personnes qui alimentent le chat. Ce que je vous propose, c'est que on va écouter Chloé, qui forme et accompagne au quotidien des structures de toutes sortes dans la transformation de leurs pratiques. Et elle a identifié des points intéressants sur ce qui fait que la démarche permet de fédérer. Et elle vous donne, donc c'est là pour les personnes qui ont déjà sorti leur carnet, leur crayon, c'est bien. Et pour ceux qui l'ont pas encore fait, elle donne quelques exemples de bonnes idées et de bonnes techniques au quotidien. Et je veux bien, quand je lance, vu qu'il va y avoir du son, que vous me fassiez des pouces pour valider que vous entendez bien. Mais normalement, on a fait des tests, c'est OK. Bonjour, je suis Chloé Poirier, j'espère que votre escale engagée se déroule bien. J'interviens aujourd'hui avec cette vidéo car chez La Belle Vie, je fais partie de l'équipe qui accompagne et qui forme au quotidien des structures d'accueil collectives, des gestionnaires, ceux qui animent une démarche de qualité sur le terrain. Alors les contextes vont être très variés, on va avoir des équipes hyper proactives, d'autres avec beaucoup de turnover, des capacités d'accueil très variées, des environnements plutôt urbains, d'autres plutôt ruraux, des fonctionnements très différents du privé, du public, de l'associatif. Beaucoup de diversité dans les pratiques et les situations, mais il y a vraiment quelque chose qui est commun, qu'on observe partout au sein du réseau La Belle Vie, c'est un projet commun. C'est le projet commun, comme la démarche de labellisation, qui va redonner cette vision collective. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, comment ça se passe? Vous vous demandez sûrement. Ce qu'on identifie, c'est qu'il y a à peu près quatre points clés qui expliquent cette vision collective. Le premier, c'est le cadre partagé. C'est un projet qui va être lisible pour tout le monde, progressif et porté par des valeurs fortes qui ont été explicitées. Donc ça passe à travers des rituels, des réunions, des journées pédagogiques autour du sujet. Voilà, là j'ai en tête par exemple des structures qui font la minute La Belle Vie,
dans leur réunion d'équipe systématiquement. Parfois il n'y a rien à dire et parfois on y passe un quart d'heure. Voilà, l'idée c'est que ça vive en tout cas au quotidien. On a aussi les outils qui vont être importants. Ça peut être des affiches, ça peut être des boîtes à idées, ça peut être des murs de suggestions, que ce soit dans l'accueil ou dans la salle du personnel. Tous ces outils qui vont faire vivre le projet et permettre à chacun de le comprendre, de le suivre, etc. Le deuxième point, c'est une co-construction collective. Chacun, chacune, quel que soit son rôle, va proposer, va décider, va agir en faveur du projet. L'idée, c'est que chacun le fasse avec ce qu'il est et ce qu'il a envie de partager. Donc on va avoir une professionnelle qui va coudre des carrés pour remplacer les essuie-mains. Une qui va proposer de lancer un potager d'automne parce que voilà, elle aime ça, elle jardiner, elle a envie de le transmettre. J'ai aussi en tête des professionnels qui proposaient des ateliers culinaires mais un peu alternatifs. Voilà, comment on va remplacer les œufs avec de la compote aux pommes et qui prenaient plaisir finalement à tester des choses avec les autres professionnels et avec les enfants. Chacun va y amener ce qu'il a envie d'amener. Il y a des structures qui choisissent aussi de pas forcément toutes porter le même thème. On va avoir la section bébé qui va choisir jardin et biodiversité, la section des grands qui va choisir alimentation. Chaque personne, chaque équipe, chaque entité peut avoir le choix dans cette démarche. Troisième point, c'est un ancrage dans le réel. Le projet collectif, il va permettre qu'on agisse sur des enjeux réels et des enjeux concrets. L'alimentation, l'aménagement, la biodiversité. L'idée, c'est au fil de cette démarche d'échanger et de redire régulièrement le pourquoi on le fait. Quel enjeu on est en train d'adresser, voilà, qu'est-ce qui nous impacte aussi, nous étonne dans le quotidien. Et c'est ça qu'on va pouvoir adresser en équipe. Et c'est ça qui fait qu'on voit concrètement pourquoi on agit. Donc on a vraiment un sentiment d'utilité. La notion de sens au travail, elle va être très forte parce qu'on est ancré dans des enjeux de société. Le quatrième point qui est important, c'est la dynamique d'engagement. C'est un projet dans lequel on va embarquer toute l'équipe, on l'a dit, mais pas que. On va aussi aller embarquer les familles, les partenaires, les collectivités. L'idée, c'est vraiment d'en faire un projet de territoire, un projet qui va mêler, qui va lier tous les acteurs vers une même cause. Vision collective, elle va contribuer directement à renforcer le sentiment d'accomplissement de chaque professionnel, le sentiment de reconnaissance aussi, être reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on apporte, et puis le sentiment de cohésion. Cohésion au sein de son équipe, mais cohésion au sein d'un écosystème citoyen beaucoup plus large. On ne travaille plus juste dans un lieu d'accueil, on va vraiment travailler pour un projet de société qui est incarné au quotidien. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, ce qui vient du terrain, de ce qu'on peut observer au quotidien. J'espère que ça vous a inspiré et puis hâte de vous retrouver sur le terrain, dans un webinaire ou dans une formation prochainement. À bientôt. Hop, je remets mon micro. Pardon pour ceux à qui je fais mal aux oreilles parce que le son était trop faible et qui avait augmenté le volume très très fort. J'espère que les sous-titres vous ont permis quand même de bien suivre. Euh, Tout ce que vient de dire Chloé, c'est possible grâce à ce que je viens de vous lister devant les yeux. C'est vraiment grâce à des outils où on mesure ce qu'on fait. On a des constats concrets, quoi. Juste, on dit pas oui, c'est mieux qu'avant, comme ça, sans vraiment venir donner des éléments concrets. Et grâce aux outils, ça, vous pouvez le dire. En tout cas, les structures qu'on accompagne, elles répondent, elles pourront le dire pour les personnes qui connaissent pas encore, à beaucoup de questions. Et du coup, toutes ces questions permettent aussi d'avoir des éléments vraiment concrets et tangibles sur lesquels s'appuyer.
C'est possible aussi parce que nous, on accompagne et en tout cas, on n'imagine pas déployer, animer une démarche Label Vie sans que le management de la structure soit cohérent et soit disponible pour le projet avec ses équipes. On accompagne aussi énormément sur ce qu'on appelle la communication engageante. Comment on fait participer tout le monde et adhérer tout le monde? Il y a des manières d'apporter les sujets, notamment avec des outils, avec des rythmes, avec une organisation particulière et des postures aussi. Euh, Quatrième point, c'est ce dispositif d'apprentissage et de réflexion collective en continu. Vous avez été nombreux et nombreuses dans le chat à le dire. On apprend, on se remet en question, on avance, on s'est peut-être dit des choses à un moment donné, on se donne le droit à un autre moment de le rechallenger. L'équipe bouge, alors on pose la question aux nouvelles personnes, ça refait se poser des questions aux personnes qui étaient déjà là. C'est un processus vivant et en constant. Et puis, l'autre point qu'on n'a pas évoqué encore jusqu'à maintenant, mais qui permet vraiment de fédérer parce que on se sent mieux dans sa structure et dans son quotidien professionnel, c'est aussi l'augmentation du contact avec la nature. Alors, en premier lieu, on va penser aussi beaucoup aux bienfaits que ça va avoir sur les enfants, mais finalement, ça profite aussi aux adultes. On l'observe, ça améliore le bien-être physique et le bien-être mental. Et puis enfin, ce pouvoir du collectif, le fait d'être connecté et soutenu par des pairs qui avancent et œuvrent et se posent des questions un peu partout sur le territoire, c'est aussi hyper valorisant et stimulant. Et le mieux, en fait, plutôt que mes listes à puces qui vous racontent plein de choses, c'est que quelqu'un vienne vous raconter ce qui s'est passé sur son territoire. Et du coup, je pense que je vois Corinne pas très très loin et avant de lui donner la parole officiellement, je vous propose de découvrir le un petit témoignage du terrain issu d'une des crèches et puis après on conversera avec Corinne et si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez les mettre dans le chat. Normalement, le son, ça va sur celle-là. Ça devient le projet des membres d'une équipe lorsque une suggestion, une idée qui vient d'elle, une envie peut être réalisée, concrétisée sur le terrain et mise en application même dans d'autres structures que la nôtre. Le fait d'être engagé au niveau du service dans cette démarche Label Vie, ça nous a permis de se fédérer en tant que grande équipe du service. Ça nous a permis aussi de mutualiser les idées, les moyens, de voir plus grand en fait. Et c'est le moment pour moi de vous présenter Corinne Gasto, du coup, qui est infirmière puéricultrice de formation, ancienne directrice de crèche, qui est aujourd'hui à la direction des familles de la communauté de communes du Pays d'Uzès, dans le Gard. Je cherche Corinne sur mon écran. Je suis là, c'est Est-ce bon. que tu peux J'ai mis parler? j'ai mis le son, bonjour. Oui, je vais juste épingler comme ça tout le monde peut te voir. Hop, je te cherche. C'est bon. Hop, je vais te mettre en avant pour tout le monde. Normalement, vous allez voir Corinne tout en haut. Est-ce que c'est le cas? C'est bon, on la voit, super. Bonjour Corinne, du coup, Bonjour. vous avez engagé plus de 10 structures sur le territoire, donc on les voit là, tout fiers d'avoir eu leur labellisation et vous avez fait le choix d'embarquer tous les ALSH, le RPE et toutes les crèches du territoire et ça représente environ 85 agents. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler du contexte de lancement de la démarche? Quel a été l'élément déclencheur? Bonjour. Oui, ben avec plaisir parce que enfin j'aime beaucoup parler de cette aventure parce que c'est vraiment une aventure avec un grand A. Donc nous, ça a commencé vers 2017, je pense, 2018, lorsque j'ai rencontré une collègue de Rueil-Malmaison qui était déjà engagée dans une ou plusieurs de ces structures petite enfance, était engagée dans la démarche. Et sur ce territoire qui est le nôtre, nous étions déjà en réflexion sur nos pratiques bon, on était déjà engagés progressivement sur de la cuisine, sur une crèche cuisine bio, sur la recherche d'amélioration, sur les produits d'entretien. On avait déjà des petites, enfin, on était convaincus qu'il fallait qu'on avance sur l'ensemble des structures. Et puis j'ai rencontré Lisiane qui m'a parlé de la belle vie. Et donc, ça, on se ramène autour de 2017-2018. J'ai pris contact avec votre association pour voir un petit peu ce que ça voulait dire.
Et je dis je, mais dans le jeu, il y a le nous, parce qu'on travaille beaucoup. Moi, enfin, je m'appuie beaucoup sur mes collègues de terrain pour pouvoir avancer. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partir tous ensemble pour nous engager un peu plus sur ce projet d'écolabellisation. Parce qu'en fait, on part du principe qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus d'être pour ou contre. En fait, c'est un problème de santé publique et un problème qui est partagé par tous. Il faut qu'on change nos pratiques parce que le climat, le monde va pas très bien. Voilà. Donc ça, déjà, l'ensemble des équipes étaient un peu convaincues. Donc, une fois après avoir pris contact avec vous, ben, je suis revenue auprès de mes élus, auprès du directeur général des services, et puis j'ai lancé l'idée. Et on était dans un travail autour du projet de territoire et de la convention territoriale globale aussi. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément trop ces termes, c'est tous les documents stratégiques d'une collectivité, d'une association et les documents stratégiques que nous demande la CAF. Donc, on a intégré progressivement ce dispositif aux pratiques de la communauté de communes. Et puis, moi, j'ai monté le dossier au niveau de la CAF, puisque ce qui est quand même fondamental, c'est qu'on a une chance inouïe d'être suivi par la CNAF sur ces projets qui nous aident financièrement. Donc ça a favorisé la dynamique aussi et l'arbitrage au niveau des élus. Et puis, en fait, ça s'est fait assez rapidement et c'était ou tout le monde ou personne. Voilà, Oui, on est parti j'allais te poser la question, voilà. pourquoi vous avez fait le choix d'embarquer tout le monde? Parce que c'est vrai qu'on Parce accompagne que certains qui commencent par les crèches ou commencent par les ALSH. Vous avez embarqué tout le monde d'un coup. parce qu'en fait, dans notre façon de travailler au quotidien, on travaille, il n'y a pas un service qui est isolé. On travaille en unité. En équipe, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles qui se font en permanence entre les structures de différents âges. Moi, j'ai la direction générale des services de la petite enfance à la jeunesse. Et donc, ce fonctionnement en spirale est un fonctionnement qu'on a depuis toujours. Donc, il n'y a pas que les crèches qui étaient engagées, le RPE était engagé, les accueils de loisirs étaient engagés. Et quand j'ai pris contact avec vous, que j'ai découvert les trois possibilités de labellisation, je me suis dit, à se lancer, je vais pas, enfin, on va y aller tous. Et ce qui nous a plu, c'est qu'on était la première direction sur le territoire à s'engager. Donc, il y avait ce petit côté challenge aussi, je l'avoue, en se disant, ça n'existe pas, donc on y va. Voilà. Et j'ai pas eu besoin, c'est comme, enfin, ça a été presque naturel. C'était une suite logique. Voilà. Et la question que j'ai pour toi dans le cadre de cette escale-là, c'est comment, du coup, le fait de fédérer tout le monde, toutes ces structures-là et ces équipes autour du projet de labellisation, ça a été, je crois que c'est devenu pour vous une manière aussi de manager les équipes et Complètement. le service? Alors, en plus, on l'a découvert et on l'a expérimenté pendant le Covid. Et ça, je te l'ai dit enfin, chaque fois, je le dis, hein, pendant le Covid, quand tout était fermé, que tout le monde était confiné, C'était déjà la, pas, c'était une crise de plus dans la crise. oui, oui. Et c'est l'écolab, cette démarche dynamique là, qui a soudé les équipes, c'est-à-dire qu'il y a eu une créativité inouïe. Et sans notre, c'est au-delà de notre demande, ça a été une initiative des équipes à créer un Facebook, à créer des WhatsApp. En fait, elles se sont toutes organisées, hein, toutes les structures petite enfance, jeunesse et le RPE pour se faire des visios, proposer des ateliers aux parents des structures. Donc, il y a eu une créativité exacerbée et la démarche a été le fil, le lien pendant toute cette période. Et ça a été une expérience qui, pour nous a vraiment, vraiment conforté dans la pertinence de la démarche telle que vous la proposez. C'est-à-dire que ça essaime et ça change, ça fédère, mais ça crée du lien. Et ça, c'est une très jolie expérience, vraiment, dans ce contexte qui était très difficile. Ouais, et en reprenant le parcours de toutes les structures, là, j'ai observé que du coup, en moyenne, vous avez réduit le nombre d'absences sur l'ensemble des structures entre le début où vous êtes engagé 2022-2025. Les absences des professionnels ont été réduites de moins 38%.
Et je crois que Oui. c'est notamment à cette dynamique-là, du coup, lancée pendant la période du Covid. Est-ce que vous avez observé d'autres bienfaits dans le fonctionnement des structures chez vous? Oui, parce que, enfin, je rejoins ce que Pierre Moissé a travaillé. Moi, depuis le départ, je dis que cette démarche d'écolabellisation, c'est une démarche de QVCT. C'est-à-dire qu'en fait, elle nous permet de scanner l'ensemble de notre fonctionnement, que ce soit sur le bâtiment, que ce soit sur les consommables, que ce soit sur le climat d'accueil, que ce soit sur les projets. Et en fait, on fait ce pas de côté. J'aime bien l'image du scanner parce que c'est vraiment, progressivement, on s'auto-évalue. Il n'y a pas, C'est pas c'est pas une quelqu'un d'autre démarche qui vient d'évaluer. Ouais, c'est voilà, nous-mêmes. c'est pas une démarche imposée. Et moi, ce que j'ai apprécié vraiment et ce que tout le monde apprécie, c'est le fait qu'on part de là où on est et on tend vers une amélioration. Ce qui est, comment dire, pour obtenir le label, ce qui est regardé, ce qui est pris en compte, c'est pas tant un niveau d'exigence. On part pas d'un point A pour aller à un point B. C'est ce chemin qu'on parcourt. Et ça, c'est important. Et le fait de scanner l'ensemble des points, que ce soit très pratico-pratique, parler du climat, parler du mobilier, forcément, ça nous amène à transformer, à porter un autre regard et à changer. Voilà. Donc oui, ça a eu un impact sur l'absentéisme parce qu'on parle d'un projet commun, on parle de sens commun, on va vers le même endroit, mais par contre, on y va chacun à son rythme. Et ça fait exister la qualité du travail dans chacune des équipes. On est dans du semblable, on est dans un projet commun, mais on cultive la différence. Et je trouve qu'il y a très peu de systèmes et très peu de projets dans lesquels on est entendu comme ça. Voilà. Et les équipes ne se sentent pas jugées ni c'est pas, on coche pas des cases. Et je pense que ça contribue énormément à la qualité de vie au travail et au fait qu'elle soit entendue, reconnue et écoutée, vraiment. Là, ça répond un peu aux éléments qu'on évoquait en début d'escale sur le fait de donner de la liberté, d'écouter, C'est d'avoir ça. un cadre cohérent. Et d'ailleurs, je pense, quand on a discuté ensemble avant la préparation là, pour de cette escale, Mm. on a aussi parlé des effets positifs sur les familles et les partenaires sur le territoire. Oui, parce que, alors nous, on est engagé depuis 2019, hein. Donc, c'est la deuxième labellisation. On est dans la deuxième, dans le maintien du label. Et on a ouvert une structure entre-temps qui vient d'être labellisée aussi, sa première labellisation. Donc, ben, on dit qu'il faut à peu près 3 ans, hein, le temps d'appréhender, de s'approprier le projet et de diffuser. Et le fait de travailler sur toute la direction, et on a nos accueils de loisirs qui fonctionnent dans des écoles. Donc, en fait, on voit bien que progressivement, nos pratiques intéressent, interpellent, questionnent. Donc, on a des pros de l'enseignement des écoles qui viennent régulièrement nous poser des questions, notamment sur les pratiques de produits d'un produit naturel, hein, pour l'entretien. On propose énormément de rencontres familles sous diverses formes, hein, en fonction des équipes. Donc, les familles sont sollicitées et sont invitées régulièrement. Donc, en fait, ça fait l'effet boule de neige. Depuis 6 ans aujourd'hui, on voit bien, il y a un début. Et puis aujourd'hui, on voit que ça fait partie de l'ADN de notre fonctionnement, de notre service. Et les familles le savent. Voilà, c'est presque difficile d'en parler pour nous parce que C'est devenu c'est une naturel. évidence. Ouais, voilà, c'est une évidence aujourd'hui. Mais Et d'ailleurs, les enfants, oui, pardon. Les oui, enfants des accueils de loisirs, en fait, sont vraiment des ambassadeurs aussi, hein, puisque eux, contrairement peut-être à la petite enfance où ils ont le langage s'acquiert juste, les plus grands peuvent parler, diffuser et rapporter au sein des familles. Voilà, c'est ça qui est intéressant, d'avoir embarqué tous les services. et avant de passer sur la dernière étape, parce qu'il nous reste plus que 5 minutes, Hmm. j'avais une dernière chose à ajouter. Je crois, Corinne, carrément, vous, maintenant, vous avez mis le doigt sur l'intérêt de mettre la qualité en tant qu'outil Hmm. de fonctionnement. Et je crois que vous avez même recruté quelqu'un exprès pour ça maintenant. Oui, ben, on a modifié. Alors,
ça a contribué, cet engagement dans la démarche a contribué à modifier l'organisation même de la direction. Donc, c'est vraiment des transformations à tous les niveaux. Et effectivement, depuis début septembre, Léa, qui doit être avec nous sur la visio, là, a intégré l'équipe sur un poste de chargé de mission qualité. En fait, j'ai transformé le poste de coordination enfance-jeunesse. Hein, je vous passe les détails. Mais en tout cas, ma collègue qui s'occupait de la petite enfance maintenant gère avec moi l'ensemble de la direction. J'ai transformé un poste en chargé de mission qualité. Et donc, Léa a intégré notre direction pour travailler sur tout un appui à Corinne Broquiero, qui Je la était vois. la référente de la démarche. Donc, en appui sur les écrits, parce que c'est une démarche qui est quand même chronophage. C'est un sacré engagement hein, dans les écrits, dans la réflexion, dans le diagnostic. Donc, on a étayé notre équipe, on l'a renforcée et Léa va travailler aussi sur un référentiel qualité qui sera propre à notre direction, va aider Corinne dans toute la partie rédactionnelle et dans la mise en place des projets. Voilà, donc oui, on transforme aussi progressivement À nos tous les niveaux. organisations. Ouais, ouais, Top. ouais. Ben, merci beaucoup, Corinne, pour ton Merci. témoignage. S'il y en a qui ont des questions à Corinne, je pense qu'elle reste encore 5 minutes dans le chat avec nous et j'avance sur Plaisir. la dernière partie. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hop. Et donc, du coup, vous l'avez entendu avec Corinne, mais je voulais terminer cette escale en vous donnant un peu plus d'éléments factuels. Et d'ailleurs, Julie va vous partager dans le chat cette fameuse étude qu'a évoquée Corinne aussi, qui a été réalisée par Pierre Moisset. Euh, Hop, elle va vous mettre. Donc voilà, ça a été plus de presque 1000 participants qui ont répondu. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire, bon, bah, on dit que la démarche qualité, la belle vie améliore, mais c'est-à-dire, et de vraiment aller suivre finement selon les critères de ce qu'on appelle la QVCT. En gros, pourquoi la démarche La Belle Vie améliore ça? Et donc, pour rappel, je vais aller en rapide parce que c'est un petit peu trop tard, mais de toute façon, dans le mail de fin, vous aurez un petit récap et il y a une synthèse aussi d'un article qui existe un peu plus dans le détail qui explique de quoi il s'agit, ces 6 piliers de la QVCT. Et en gros, ils ont été les 6 adressés dans le cadre de cette étude. Et ce qui ressort sur la démarche La Belle Vie, pourquoi elle améliore les conditions de travail. Le premier point, c'est qu'elle remet du sens, donc au cœur du travail. Donc on l'a vu hein, pendant cette escale, notamment dans sa capacité à fédérer. Elle améliore le bien-être physique et la santé mentale de l'équipe et on l'a évoqué notamment avec cet axe phare là de reconnexion à la nature. En fait, ça permet de réduire les agressions sensorielles, ça améliore le bien-être mental et puis ça permet professionnellement aux acteurs d'évoluer, de progresser, d'acquérir des nouvelles compétences en lien avec cette reconnexion à la nature. Et puis ça valorise, ça on l'a dit, les personnes et le collectif. Et ça, quand on mène une démarche qualité de la bonne manière, valoriser ce qui est déjà fait, Corinne l'a dit, reconnaître les efforts qui ont été souvent parfois invisibilisés de manière consciente ou pas, et de créer des moments de fierté collective. Et face aux crises et quand on est dans la transformation, on sait qu'on vient demander plus que ce qui est demandé de base. Il y a énormément besoin de se motiver et d'avoir des moments où on est valorisé. Et donc, ça nourrit la reconnaissance et valoriser, c'est aussi hyper important pour que les professionnels se sentent progresser grâce à des formations, des rôles qui évoluent. Euh, on parle aussi souvent hein, dans vos métiers de cette sensation d'isolement. On se sent seul. Se soutenir entre pairs et partager ses bonnes pratiques, ça favorise aussi et ça améliore donc la qualité de vie au travail. Ça renforce l'estime de soi et l'engagement. Et donc enfin, en fait, communiquer sur tout ça et permettre aux structures, aux équipes déjà en place de s'épanouir, ça va renforcer l'attractivité. C'est vraiment cet effet boule de neige dont évoquait Corinne tout à l'heure. Ça fonctionne aussi sur l'attractivité d'une structure. Et dernier petit message avant de se quitter, de toute façon, c'est que l'idée, c'est que en prenant soin de ceux et celles qui prennent soin des enfants, c'est une boucle hyper vertueuse. C'est-à-dire que on va prendre soin de l'environnement. Nous, on ne conçoit pas prendre soin de l'environnement sans prendre soin du vivant. Et donc, du vivant, c'est des petits hommes aussi et des petites femmes qui vivent sur cette terre. Et donc, du coup, c'est une boucle vertueuse. Et tout ça, c'est possible en étant fédéré et en ayant conscience des intérêts du collectif. Donc, il est 15 heures. J'imagine que beaucoup doivent nous quitter. Et je termine en rapide un peu pour vous dire que si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet, on accompagne le temps d'une formation d'une journée sur comment on fait pour faire de la qualité de vie au travail un atout pour recruter et fidéliser.
Les prochaines formations, elles ont lieu en novembre et en avril. Si ça vous intéresse aussi, je vous repartage. J'espère que ça vous intéresse. Ça, c'est moi qui ripe sur mes petits verbes. Mais pour les personnes qui sont engagées dans la démarche de labellisation, n'oubliez pas que vous pouvez vous appuyer sur votre kit démarche pour profiter et continuer d'avancer dans votre cycle. Et puis pour les personnes qui sont peut-être curieuses d'en savoir plus sur la démarche, vous pouvez noter les prochains webinaires découvertes qui ont lieu en octobre. Et d'ailleurs, Vincent va vous diffuser le dernier petit sondage de cette escale pour qu'on ait la possibilité de savoir ce qui vous donne envie à la fin. Donc voilà, on a fait cette pause d'1 heure ensemble, c'est passé hyper vite. J'espère que vous serez là à la prochaine. Ça a lieu en octobre. Et ma question pour finir, c'est là, ça vous donne envie de quoi après cette pause? Est-ce que vous avez plutôt envie d'échanger avec votre équipe? Vous avez envie de vous former sur le sujet? Vous avez envie de découvrir un peu plus dans le détail le fonctionnement de la démarche de labellisation, ou vous savez pas encore et vous avez le droit parce que faire une pause, c'est aussi faire une pause sur ce qui se passe dans le futur. Je vous laisse répondre quelques secondes et je vous montre au passage, comme ça on fait deux choses en même temps et je vous retiens pas beaucoup plus. La prochaine escale engagée, si vous n'êtes pas déjà inscrit, elle concernera le rôle à jouer pour vous, lieu collectif, sur la mobilisation des acteurs d'un territoire. Ça aura lieu le 20 octobre. Ce sera avec Charlotte. Ça aura lieu à 14 heures, pareil. Et hop, je vais vous proposer de répondre aussi dans le chat. Normalement, Julie vous envoie un questionnaire de satisfaction. Je suis désolée, normalement, je ne demande pas 10 milliards de choses comme ça à la suite. Mais comme on a tout du temps et je pense que c'était assez cool aussi de pouvoir avoir le temps de discuter avec Corinne, on vous envoie le lien de satisfaction dans le chat et c'est le moment de nous dire s'il y a des choses que vous avez appréciées un peu moins pour qu'on puisse toujours nous aussi nous améliorer. Je vous laisse l'ouvrir. Peut-être vous pouvez prendre le temps juste après de le compléter calmement. Et puis quelque chose qu'on aime bien faire chez La Belle Vie, vous vous doutez, c'est la rentrée. On n'arrête pas les bonnes pratiques. C'est de même se faire une petite photo surprise, souvenir. Non mais en fait, j'ai mis cette photo trop mignonne de l'anniversaire des enfants. Et du coup, aller voir faire la fête comme ça, moi aussi, je me mets à dire n'importe quoi. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse commun, même si on est en visio. Alors, j'avais une idée. Est-ce que ça vous va de faire une grande ronde virtuelle pour faire comme si on était tous ensemble? Et puis, je fais un petit décompte et on prend une photo souvenir. Et comme on est beaucoup, Vincent, peut-être que tu fais la capture d'écran. C'est bon? J'ai mon petit assistant à côté de moi. Je vous propose, on fait comme si on se tenait tous la main, comme ça, tous ensemble, on fait commun le temps d'une photo. Je pense que ça va marcher. On verra. Et je te laisse faire la capture d'écran, Vincent, peut-être. Au moins, ça vous fait un étirement. Vous pouvez aussi en profiter pour vous étirer. Ça vous servira pour les prochaines heures qui viennent. Merci à tout le monde. En tout cas, j'ai vu beaucoup de sourires. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses ou qu'en tout cas, vous vous êtes rappelé de l'intérêt et des bénéfices de choses que vous connaissiez déjà et que vous éprouvez. Faire des petits ronds comme ça, c'est bon ou pas? Et puis j'espère que cette pause vous a fait du bien tout court. Je vous retrouve bientôt. Merci à celles et ceux qui ont partagé dans le chat. Et puis à très bientôt. Et bravo déjà pour tout ce que vous faites. D'avoir pris cette pause, c'était déjà hyper bien. À bientôt.